Bienvenue à tous les curieux. Attention, la partie commence. Voilà, un chapeau melon. John McTiernan est un réalisateur américain particulièrement apprécié et connu pour avoir enchaîné deux chefs-d'œuvre du film d'action des années 80, Predator et Die Hard. Mais aussi pour nous avoir livré des œuvres majeures du 7e art comme À la poursuite d'Octobre Rouge, Last Action Hero et Une journée en enfer. Pourtant, ce ne sont pas là ses seuls grands films à mériter d'être cités continuellement par les cinéphiles. Où sont-ils ? En effet, il est aussi le réalisateur émérite de deux autres grands films dont les médias spécialisés parlent rarement, alors qu'ils méritent, selon moi, leur place au panthéon de sa filmographie, au même titre que les œuvres déjà citées. De plus, ils possèdent tous les deux un scénario particulièrement travaillé et machiavélique. Je veux juste savoir ce qui s'est passé dans la jungle. Digne des plus grandes heures du cinéaste et demeure des modèles de construction, d'intrigue et de réalisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir Thomas Crown et Basic. Je ne vous ferai pas l'affront de revenir en détail sur le début de carrière de John McTiernan, car cela a déjà été fait de nombreuses fois sur la plateforme. Scénariste et réalisateur de son premier film Nomads avec Pierce Brosnan en 1986, il enchaîne ensuite avec deux monuments indétrônables de l'actionneur des années 80, Predator et Die Hard. Celui que ses fans appellent affectueusement Mac-T réalise ensuite l'excellent À la poursuite d'Octobre Rouge d'après Tom Clancy, avec un Jack Ryan apparaissant pour la première fois à l'écran et sous les traits d'Alec Baldwin. En 1992, il retrouve Sean Connery pour le méconnu Medicine Man, sans doute son film le plus faible depuis Nomads, malgré ses qualités indéniables. Puis l'année suivante, il retrouve Arnold Schwarzenegger pour le mythique Last Action Hero, qui n'obtient hélas pas le succès escompté. Slater! Il n'est pas question que vous vous mêliez de ça, c'est compris? Le scénario est pourtant signé de l'excellent Shane Black, qui avait joué sous la direction de Mac-T dans Predator et qui aura très bientôt sa vidéo sur la chaîne. En 1995, John McTiernan décide de revenir aux fondamentaux en signant le troisième volet des aventures de John McClane contre les terroristes. Chaton, chat, sac et femme, combien seront-elles à Notre-Dame? Pour me joindre, faites 555... Non, on n'a rien compris. Attends, redis ça encore? Après un épisode 2, 58 minutes pour vivre, signé Rennie Harlin, Die Hard with a Vengeance, ou chez nous, Une journée en enfer. Il y retrouve évidemment Bruce Willis, mais dirige également Samuel L. Jackson dans le rôle de The Scarver. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et ben puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Et Jeremy Irons dans celui de Simon Gruber. Fort Knox, c'est pour les touristes. Le frère Danz Gruber, méchant du premier film, que nous avons largement évoqué dans la vidéo sur Alan Rickman. Le film n'est pas un succès retentissant sur le territoire américain, par contre, il obtient des scores monstrueux à l'international, demeurant le film le plus vu au monde cette année-là. Après avoir produit Amanda de Bobby Ross et Quicksilver Highway de Mike Garris, Mac-T retourne derrière la caméra en 1997 pour un film adapté d'un roman de Michael Crichton et qui sortira finalement en 1999 à la suite de reshoots effectués après des projections tests particulièrement négatives. Ce sont des démons. Le 13e guerrier avec Antonio Banderas. C'est le producteur et auteur du roman original Michael Crichton qui se charge de ces reshoots, McTiernan ayant quitté la post-production du film à la suite de nombreux conflits avec ce dernier. Le réalisateur s'attelle ensuite à un film qui sortira finalement à quelques semaines d'intervalle seulement du 13e guerrier. Vous avez fait ce qu'il fallait, en supposant que ce fumier se pointe. Thomas Crown. En effet, aux États-Unis, le film avec Banderas est sorti le 27 août 1999, tandis que Thomas Crown apparaît sur les écrans un mois avant, le 27 juillet. En France, par contre, c'est le 13e guerrier qui sort en premier, puisque nous avons pu le voir le 18 août, alors qu'il nous a fallu attendre le 22 septembre 1999 pour voir Thomas Crown. Ce Thomas Crown à faire en VO est bien évidemment le remake du fameux film de Norman Jewison, réalisateur prodigieux qui nous a quittés récemment et à qui je rendrai très bientôt hommage à travers deux vidéos. Il est sorti en 1968 avec Steve McQueen et Faye Dunaway en vedette. Le film original voit le grand Steve McQueen incarner Thomas Crown, un banquier richissime et célibataire, fan de sport en tout genre et accro à l'adrénaline, organiser le braquage de sa propre banque via 5 professionnels qui ne se sont jamais vus avant le coup en lui-même, juste pour le frisson, car il s'ennuie ferme malgré sa situation avantageuse. Tout se déroule à la perfection et la police n'a aucune piste. Mais la compagnie d'assurance de sa banque dépêche son enquêtrice la plus douée. Et quelle tête recherchez-vous? La vôtre. La mienne?
La vôtre. La séduisante Vicky Anderson, incarnée par la sublime Faye Dunaway, afin de découvrir la vérité concernant ce braquage un peu trop parfait. Le film est resté dans les mémoires, mais aussi dans l'histoire du cinéma pour de nombreuses choses. Le compositeur français Michel Legrand a notamment obtenu l'Oscar de la meilleure chanson originale pour The Wild Mice of Your Mind, traduit chez nous par Les Moulins de mon cœur. Fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Et le montage du film a été effectué d'après la musique de Legrand, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. L'alchimie entre les deux acteurs est évidente et crève l'écran. D'ailleurs, deux scènes sont restées mythiques. Évidemment, celle du baiser, qui constitua longtemps le plus long baiser du cinéma, avec 55 secondes de sensualité pure. Mais aussi celle de la partie d'échecs, qui joue sur plusieurs niveaux et où les deux personnages flirtent en silence, tout en jouant, juste en se servant de leur regard évocateur et de gestes fugaces. Formellement, le film est aussi très novateur, puisqu'il introduit au cinéma la technique du split screen, qui sera également utilisée par Richard Fleischer pour L'étrangleur de Boston avec Tony Curtis. Norman Jewison a déclaré avoir une grande latitude dans sa mise en scène grâce à un script très peu détaillé d'une 40aine de pages. Il avait déjà tourné avec Steve McQueen dans l'excellent Kid de Cincinnati et ce dernier a déclaré que Thomas Crown était son rôle favori, car le plus éloigné de sa véritable personnalité. En effet, lui qui était un enfant de la rue se voyait incarner un élégant banquier. Seul leur attrait commun pour les sports mécaniques et autres constitue un point de ressemblance entre l'acteur et son personnage. Faye Dunaway n'était pas le premier choix du réalisateur pour incarner l'enquêtrice, mais l'immense succès du chef-d'œuvre d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde, avec aussi Warren Beatty, la propulsa devant la caméra de Jewison. De plus, elle est présente en caméo dans le remake de McTiernan, puisqu'elle incarne la psy de Thomas Crown, incarnée dans ce dernier par Pierce Brosnan. Le réalisateur retrouve l'acteur irlandais, actuel James Bond à l'époque, 13 ans après Nomads, son premier film. René Russo, ancien mannequin connu notamment pour son personnage de Lorna Cole dans L'Arme Fatale 3 et 4, mais aussi ses participations au film de Wolfgang Petersen dans La Ligne de Mire et Alerte, incarne quant à elle l'enquêtrice Catherine Banning, le même rôle que Faye Dunaway dans l'original, mais dont le nom a ici été changé, comme d'ailleurs la majorité des personnages du métrage, à part bien évidemment celui du héros éponyme. Le projet est porté par Pierce Brosnan, qui contacte expressément John McTiernan pour qu'il réalise le film. Après un refus, celui-ci finit par accepter, mais après quelques retouches de scénario. En effet, le réalisateur souhaite adoucir le personnage de Thomas Crown, un peu comme il l'avait fait pour les terroristes de Die Hard, qui sont devenus de simples braqueurs. Ici, le braqueur de banque Thomas Crown devient un amateur d'œuvres d'art voleur de tableaux, ce qui, admettons-le, est nettement plus classe, surtout à la fin des années 90. Le scénario est co-signé Kurt Wimmer et Leslie Dixon, deux scénaristes venus d'horizons diamétralement opposés, puisque le principal fait d'armes du premier et l'écriture et la réalisation de l'excellent Equilibrium avec Christian Bale. Hélas, il est également responsable des scripts des Calamités Ultraviolets qu'il réalise également, Sphère de Barry Levinson, ainsi que de 3 remakes absolument inutiles et indignes, dont le pire est sans doute celui de Point Break de Catherine Bigelow, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo consacrée à la réalisatrice. Leslie Dixon a quant à elle scénarisé Madame Doubtfire, où figurait déjà Pierce Brosnan, et signera ensuite les scripts du remake de Freaky Friday, Et si c'était vrai, Hairspray, Les femmes de ses rêves et Limitless. La musique est quant à elle confiée à Bill Conti. Voilà, un chapeau melon. Allez-y, arrêtez-le. Génial compositeur de la saga Rocky, sauf le 4, du chef-d'œuvresque L'étoffe des héros de Philip Kaufman, qui aura bien évidemment sa vidéo, mais aussi de Karate Kid et Nomads, déjà pour John McTiernan et avec Pierce Brosnan. L'intelligence du scénario de Wimmer et Dixon, guidée par les indications de McTee, est d'avoir adapté l'histoire originale à son époque. Ce qui était cool en 68 ne l'est plus forcément 30 ans plus tard, tout en gardant ce qui faisait son sel, son attrait et son thème principal. C'est le cas des meilleurs remakes, comme bien évidemment Scarface de Brian De Palma et The Thing de John Carpenter. Le pitch est inchangé. Un millionnaire qui s'ennuie ferme commet des actes dangereux et illégaux, principalement pour le frisson et l'adrénaline, puis se retrouve propulsé dans un jeu de séduction machiavélique et risqué avec l'enquêtrice qui tente de le faire tomber. Les scènes où Thomas Crown emmène la séduisante enquêtrice dans ses folles virées sont également proches de l'original, même si les sports ne sont pas tous les mêmes. Le polo notamment est ici remplacé par le catamaran, ce qui est particulièrement bien vu. À part ça, beaucoup de scènes sont différentes entre le remake et l'original, et c'est tant mieux car cela donne sa propre identité au film de McTiernan au lieu d'en faire un simple copier-coller. La psychiatre de Thomas Crown, rôle tenu par Faye Dunaway, n'existait pas dans le film de Jewison, et l'art possède ici un rôle majeur, bien plus que l'argent dans l'original qui n'était au mieux qu'un MacGuffin. De
plus, le Playboy ne se contente pas ici d'organiser simplement le coup, mais participe activement au vol de la toile. Saint Georges majeur au crépuscule, chef-d'œuvre de l'impressionnisme signé Claude Monet. Ce tableau qui est là vaut plus de 100 millions. Après un début de film très prenant, où ses complices entrent dans le Metropolitan Museum en s'inspirant du cheval de Troie. La fin est elle aussi totalement inédite et donne lieu à une scène prodigieuse portée par une musique impériale de Bill Conti et la réalisation au cordeau de McTiernan. En effet, la police sait que Crown remettra le tableau en place et elle sait également quand. Le mener à sa place, au musée. Oui. À 4 heures. Elle compte donc le coincer à ce moment-là, mais c'était sans compter sur son ingéniosité et un plan lui aussi machiavélique, inspiré par la toile Le Fils de l'Homme de Magritte, que l'artiste a défini lui-même comme la quintessence du mystère. Petit bémol toutefois, il n'y a aucun suspense concernant l'attirance du personnage de René Russo sur Thomas Crown, et un peu plus d'ambiguïté, comme dans l'original, aurait été bienvenu. Ce film est donc un succès public et critique largement mérité, ce qui n'était pas évident, surtout pour un remake d'un tel classique. Chapeau melon donc à John McTiernan pour ce film, qui figure rarement, hélas, dans les listes souvent citées de ses meilleurs films, lui qui est très souvent et injustement oublié. Plusieurs suites ont failli voir le jour, notamment une inspirée du Top Capi de Jules Dassin, film auquel j'ai consacré ma première vidéo, mais rien n'est entré en tournage au moment où je tourne celle-ci. Juste après, le réalisateur tente de remaker un autre classique de Norman Jewison, Rollerball, mais cela va se transformer en cauchemar pour tous ceux qui sont impliqués dans ce film, et particulièrement John McTiernan. Il fera même près d'1 an de prison en 2013 à cause de cette affaire. Mais auparavant, il aura tout de même pu signer ce qui reste son dernier film à ce jour. Vous les avez tués? Vous croyez tout savoir, hein? Qui l'a tué? Basique. Tout comme Thomas Crown, mais aussi Die Hard, Octobre Rouge et Une Journée en Enfer, Basique possède un scénario encore une fois machiavélique, rempli de surprises, de coups de théâtre et de suspense. Vous croyez que c'est lui? Non, mon colonel. Oui. Où le réalisateur tire les ficelles de son intrigue, tel un marionnettiste manipulateur désirant nous faire perdre nos repères, pour mieux nous emporter dans son histoire, où le lâcher-prise total fait partie intégrante de l'expérience cinématographique. Le script particulièrement ingénieux, malin et surprenant, façon Usual Suspect ou Sens Unique, est signé James Vanderbilt, qui signera par la suite ceux des Spider-Man de Mark Webb, mais aussi celui bien plus abouti du Zodiac de David Fincher. C'est un film a posteriori, une enquête dans une compagnie militaire au Panama sur la disparition d'une unité de Rangers partie s'entraîner dans la jungle et manquant mystérieusement à l'appel. Donc le problème, c'est qu'il y en a 3 qui manquent. Plus le sergent. Seuls 2 militaires appartenant à cette unité d'élite ont été récupérés par l'hélicoptère et l'un d'eux est à l'hôpital. Le capitaine Julia Osborne de la police militaire est chargée d'élucider ce mystère, mais elle n'est pas seule. On lui adjoint un ancien ranger devenu agent de la DEA, lourdement soupçonné d'être corrompu, pour l'aider dans son enquête. Et tous les deux pourraient enfin découvrir ce qu'est exactement la mystérieuse section 8. Les twists sont nombreux et le film est construit comme Rashomon d'Akira Kurosawa. Les mêmes événements sont décrits de manière très différente par les différents personnages. Et ce qui rajoute en plus au suspense de l'intrigue, c'est que certains le font sciemment, par pure manipulation. Ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Il y a des degrés dans la vérité. Tu mens, mon vieux. Le spectateur doit donc se laisser embarquer par l'histoire sans essayer de démêler le vrai du faux jusqu'à la révélation finale, au risque d'y perdre sa santé mentale. C'est le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui n'aurait jamais vu le film et désirerait le découvrir. Le casting est juste monumental, avec en tête Samuel L. Jackson dans le rôle du sergent-instructeur West, qui retrouve ici McTee, 8 ans après Une Journée en Enfer. C'est ça, Hillary Clinton, le 42e président. Non, elle, ce sera le 43e président. Mais aussi John Travolta, près de 10 ans après Pulp Fiction. Oh putain, le quand j'ai buté Marvin. Mais pourquoi t'as fait ça, putain? Mais je sais pas, c'est un accident. Dans le rôle du capitaine Julia Osborne, il y a aussi l'excellente Connie Nielsen, une actrice danoise qu'on a pu voir dans L'Associé du Diable et Gladiator entre autres, mais aussi Ty Dix et Giovanni Ribisi en militaire, ainsi que Harry Connick Jr. qui incarne Pete Wilmer, le chef de l'hôpital militaire. Ces deux films possèdent donc, outre le fait d'avoir été réalisés par le grand John McTiernan, de nombreux points communs, comme par exemple leur qualité indéniable, mais aussi le fait de n'avoir toujours pas aujourd'hui la reconnaissance et la médiatisation qu'ils méritent. J'espère les y aider un peu, même très modestement avec cette vidéo, et j'espère également que cette dernière vous aura donné envie de les voir s'ils vous sont inconnus, ou de les revoir si vous les connaissiez déjà. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Thomas Crown et Basique. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. J'ai besoin que tu rappliques. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.